Bonjour, bienvenue à Faites-moi lire. Aujourd'hui, je reçois un poète, un grand poète breton, Yvon Lemaine. Depuis son premier livre, Vie, en 1974, écrire, dire, raconter font partie des activités premières, principales, existentielles et essentielles d'Yvon Lemaine. Yvon Lemaine est lauréat de nombreux prix, dont en 1979 le Mandat des poètes, le prix Angèle Vanier. Attention, très belle exposition au sujet d'Angèle Vanier aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Plus récemment, en 2012, le prix de poésie Théophile Gautier de l'Académie française. En 2019, le prix Goncourt de la poésie. Le prix Goncourt de la poésie, ce n'est pas rien. Et en 2022, le prix de poésie Paul Verlaine de l'Académie française. Il est l'invité de Faites-moi lire à l'occasion de l'apparition de deux ouvrages, La seconde du parfum et Un soir d'avoir été. Bonjour Yvon Lemaine. Bonjour. Ces deux textes, en apparence du moins en ce qui concerne la forme, sont bien différents. Alors je vous propose que nous commencions par Un soir d'avoir été. Et Un soir d'avoir été, c'est pour Philippe avec Chantal, c'est Philippe et aussi Chantal. Qui est Philippe Baye? Philippe, c'est un ami d'enfance. On est du même village, La Roche-des-Riens. Il était médecin généraliste. C'est un métier que j'admire beaucoup. Il était mon médecin généraliste, c'est-à-dire il arrivait à pas d'heure, comme on dit. Et aussi prof de médecine à la faculté de Brest. Et il a été un des premiers à envisager et à tout faire pour que le palliatif soit le mieux en mieux développé en Bretagne. Voilà. Et un jour, il a appris qu'il avait la pire maladie qui soit, en 2019, la maladie de Charcot. Voilà. Et c'est un coup de fusil dans le crâne, quoi. Chantal, c'est sa femme, qui était médecin aussi, d'ailleurs, médecin du travail. Et il est passé par 3 étapes pour encaisser la nouvelle. La première, c'était une bombe atomique, quoi. La deuxième, c'est une amie qui est poète, qui s'appelle Thérèse Barden, mais qui aussi écrit la vie des gens, qui veulent vraiment dire quelque chose, quoi, retrouver du sens, enfin raconter du sens, si je puis dire. Et il a raconté il avait commencé à raconter un peu son métier, et là-dessus il apprend la nouvelle, il continue, elle est passée par une sorte de roman, par un roman pour descendre l'escalier de la nouvelle, qui lui a permis après d'écrire son journal, lui, le journal d'un médecin malade, fidèle comme une ombre, la maladie, publié chez l'Harmattan. Et puis un jour, il n'a pas pu continuer à écrire parce qu'il était de plus en plus paralysé. Moi, j'allais le voir toutes les semaines et je lui ai dit, écoute, si tu veux, maintenant, moi, je prends le relais. Et je vais écrire des poèmes après chaque discussion qu'on aura tous les deux, quoi. Voilà. Et à chaque fois que je sortais de nos rencontres, il était donc vraiment paralysé, allongé, hein, ne bougeait en lui que sa tête. La frontière était le cou. Et je le regardais, je lui dis en rigolant, j'ai jamais autant regardé un homme dans les yeux. Pendant 1h30, je restais là, quoi, jusqu'à ce que je sois fatigué, et lui aussi. En fait, Yvon Lemaine, vous avez été une sorte d'auxiliaire de vie et un auxiliaire de poésie pour lui. Absolument. Auxiliaire, c'est un mot que je respecte, moi. Les auxiliaires, c'est des gens qui sont absolument nécessaires. Et remarquables. Et voilà. Et j'étais là, et par le poème, parce que c'est ma vie, c'est tellement d'années que c'est ma langue, si je puis dire, quoi. Et donc j'écrivais à partir de ce qui se passait, de ce que je chantais, de toutes les questions possibles et inimaginables. Je racontais par un poème, et je lui redonnais le poème à lui et à son épouse, hein, parce que c'est superbe. Parce que c'est pas ma vie, c'est leur vie, hein, donc ils ont lu chaque mot, et j'allais assez loin dans les questions. Par exemple, je lui ai dit un jour, est-ce que tu as du remords, du regret? Alors le regret, il dit non, du remords, oui, et il raconte lequel, le remords mort en plus, hein, donc. Et le poème est là dans le livre, une personne qui voulait revoir. Il a eu des moments où il voulait mourir, et une fois, par exemple, il n'en pouvait plus, et le palliatif, il était suivi par la Chadée de Lannion, des jeunes auxiliaires magnifiques. Et heureusement, le service était fermé le week-end, donc, et le lundi matin, la lumière bleue est revenue, et c'est reparti, quoi. Il était épuisé, hein, il y avait toujours une machine qui allait, qui venait, quoi. Vous avez... Ça peut paraître décousu, mais en fait, c'est l'accompagnement de quelqu'un
où vous faites écho. Et dans ces échos, il y a de tout. Et je vais vous donner 2-3 échos. Oui. Et je souhaiterais que vous vous rappeliez pourquoi vous l'avez écrit, comment ça s'est passé ou qu'est-ce que ça veut dire. Page 38, je vais être très court. La feuille vit par le vent. Voilà, là c'était une sortie, la dernière sortie qu'il a faite dans son jardin. Et c'est très compliqué parce qu'il faut une machine qui le soulevait, quoi. Il fallait beaucoup de monde pour le soulever. C'était une préparation de 2 jours avec le personnel médical pour qu'il aille dans le jardin une dernière fois. On a pu le mettre sur un fauteuil. Il pouvait encore être un peu en courbe, disons. Et avec sa main, il a pu toucher les fleurs qu'il avait semées lui-même plusieurs années auparavant. Et donc, la feuille vit par le vent, ça veut dire que pour vivre, il faut un dialogue. Même la feuille a besoin de dialogue avec le vent, quoi. Voilà. Et il était encore capable de respirer le vent, quoi. Il était vivant, quoi. Voilà. Page 165. Quelle part de tous sommes-nous? C'est le poème que je voudrais dire. C'est la question, je pense, capitale aujourd'hui, en plus. Oui, c'est ça. On est dans un monde complètement explosé, dangereux, menacé, avec des gens qui nous dirigent, la moitié d'entre eux sont des psychopathes. Et la vraie question, c'est ça. Quelle part de tous sommes-nous, hein? Alors, je vous propose de le lire, mais juste avant, je pense que même pour les futurs lecteurs de cet ouvrage remarquable, je résumerai en vous citant: sommes-nous nés avant nous? Vivrons-nous après nous? Oui. Mais que fait Dieu dans cette histoire, sinon attendre ses auxiliaires de vie? Oui. Je vous remercie des choix, de ces quelques vers-là. J'ai lu avec attention votre ouvrage, que j'ai beaucoup apprécié. Donc, c'est parfait, visiblement, notre J'avais juste lecture. une question par rapport au livre, c'est que je me disais, mais quand est-ce que je vais l'achever? Je ne vais pas attendre qu'il meure pour le finir. C'est inhumain. Oui, c'est une vraie question. C'est inhumain, c'est inhumain. C'est inhumain. J'ai accompagné des gens dans la mort. Ma mère, par exemple, je l'ai vue mourir devant moi, d'ailleurs, ce qui est un très grand privilège. Ce n'est pas une fin, c'est un événement. Il se passe quelque chose. On y reviendra dans la deuxième partie, si vous voulez bien. Mais je lui ai dit, écoute, je vais écrire le dernier poème, comme ça, ce sera fait. Oui, c'est ça. Tu ne mourras pas dans mon livre. Je dis, tu mourras où tu veux, mais pas dans mon livre. Il se trouve que j'ai arrêté le livre un mardi. Je lui ai dit, voilà, c'est fini, le livre. Il est mort le samedi. Pourquoi l'un de nous deux, en moi, reste dans leur maison quand je les quitte, ou Chantal reste près de lui jusqu'au bout de la main, quand ensemble ils rêvent de marcher même sur les eaux, jusqu'à la fin qui n'aura pas de fin, pas même à la fin de Chantal. 1 + 1 font 3, Philippe, Chantal, et l'entre-deux qui les réunit, le vide qui les remplit. D'un murmure, d'une fumée en hiver, ils annoncent quelque chose, quelqu'un, quelque part où il fait bon et doux. Seul, j'écris ce poème, avec la part de moi restée là-bas, seul, mais avec eux, et par eux vers l'autre, les autres qui pensent à eux. Sommes-nous vraiment seuls, comme le corbeau mort et noir répandu sur le verre du jardin depuis ce matin et jusqu'à mon poème? Ses ailes ne bougent pas même d'une plume, pas même par le vent qui l'entoure, quand Philippe tremble par les âmes qui l'entourent, d'une question, une seule question. Quelle part de tous sommes-nous, l'un pour l'autre, pour que l'un et l'autre ne meurent jamais? Remarquable. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois vraiment. Tu sais, on est peuplé de tous nos absents, jusqu'à un relais où un jour on n'a plus besoin de s'en souvenir, ils sont libres à ce moment-là, je dirais. Ça va être précisément le soubassement de mes interrogations pour introduire votre autre ouvrage qui paraît, qui s'appelle La seconde du parfum et qui est une conversation avec 7 amis, Stéphane Bataillon, Christian Bobin, Éric Collias, Jacques Darras, Thierry Renard, Pierre Tanguy et Claude Vigée. Pourquoi avez-vous souhaité réunir ces conversations? Je voulais voir, par rapport au jeune homme que j'étais, que je ne suis plus,
c'est Guy qui m'avait dit un jour, si je rencontrais l'enfant que j'étais, je serais content de lui dire ce que je suis devenu. Voilà. Et il m'a dit ça, il avait 80 ans. Et ce qui n'est pas mon cas pour l'instant. Mais donc j'ai dialogué avec le premier interview, j'ai 22 ans, quoi. Avec Tanguy, oui. J'en ai 72, donc ça fait 50 ans. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qui a changé, hein, ce dont je me suis débarrassé, et qu'est-ce qui est resté? Parce que le monde a complètement... Alors, en plus, il se trouve qu'on est dans un moment absolument de renversement total, quoi. Hein, c'est impressionnant, même. Alors, le livre était écrit avant, mais... eh ben, dans le premier interview, il y a des choses que je redirais. Bon, je suis un peu plus énervé ou plus excessif, disons, mais non, j'ai eu des comment dirais-je, mes raisons d'écrire. Mon premier livre s'appelait Vie, d'ailleurs, parce que j'avais beaucoup milité, et puis je me disais, mais où est la vie? On oubliait la vie, quoi, et c'est la vie qui compte, hein, la vie, c'est-à-dire l'autre aussi, etc. Les autres, nous, enfin, bon. Ben, ce mot-là est resté, je l'ai transporté jusqu'à aujourd'hui, je pense, de façon... la preuve, notre livre. Voilà. La vie, ça commence par l'enfance. Caché derrière ces 7 ans, l'enfant se souvient de ce qu'il sera. Alors, j'ai cru comprendre que beaucoup de choses ont commencé avec vous, avec Robinson Crusoe, oui. David Copperfield, oui. La petite chose. La petite chose, oui, d'Alphonse Daudet, qui est un livre très triste d'ailleurs. Ben, pour moi, l'enfance, c'est... Mon père est mort quand j'avais 12 ans, et donc, à ce moment-là, c'est fini. Mais c'est fini, mais ça commence en même temps. Ouais. L'enfance, c'est quelque chose... C'est plus un sentiment qu'on a de première fois en permanence. C'est-à-dire, si on conserve, souvent, pour grandir, on tue l'enfant, pour pas trop souffrir. Ou alors, on a des enfants qui prennent le relais. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je fréquente des enfants, heureusement. Et l'enfance, pour moi, c'est capital, quoi. Vraiment, c'est capital. Parce que, c'est-à-dire que, évidemment, on meurt en naissant, à la fin du compte, quoi. Et caché derrière ces 7 ans, alors là, c'est une sorte de pirouette de temps, quoi. L'enfant se souvient de ce qu'il sera. Mais parfois, on a des intuitions comme ça de ce sera notre vie. Et moi, je puise mes forces vraiment, alors vitales, je dirais, dans cette enfance-là, qui était une enfance très pauvre. Là, j'ai perdu justement mon voisin d'enfance l'autre jour, là. Et très, très pauvre, mais on était abonnés à tout l'univers, quoi. Voilà. Voilà, c'était... mon père était mort, mais il était là quand même. Ma mère, elle a travaillé très dur, mais elle nous a... Quand je lui ai dit que moi je veux être poète et pas continuer mes études, elle m'a dit bonne chance. Elle aurait pu me dire quand même, tu te rends compte avec ce que j'ai fait après pour t'élever, tout ça, et toi tu gâches. Bon, voilà, non. Et donc je mets ma main dans l'enfance pour vérifier si je n'ai pas trahi ce qui me semble important. Vous aviez là des images qui allaient devenir l'énergie au sens spirituel de vos poèmes. Alors, Robinson Crusoe, c'est celui qui se débrouille. David Copperfield, celui qui souffre. Le petit chose aussi. Et les lectures d'enfance sont des lectures fondamentales, hein, c'est sûr. Hein, parce que on n'avait pas de livres à la maison parce qu'on n'avait pas d'argent, mais on en empruntait, on en recevait plein des instituts ou des curés, tout ça. Donc, et donc le livre, c'était pour nous c'était immense, quoi. L'enfance, les images, et après une place quand même fondamentale. Vous allez me dire, c'est la place pour tous, mais peut-être particulièrement pour le poète, hein, mais particulièrement chez vous, c'est l'irruption de la mort. L'irruption de la mort est quand même, chez vous, et j'allais dire quasiment récurrente, parce qu'elle commence avec votre père. Je renvoie le lecteur à la page 24 à 26 pour 2 pages absolument remarquables sur le père d'Yvon Lemaine. On a votre père... Je vais vous poser une question, je vais aller directement. Je connais assez bien votre œuvre. Je vais vous poser une question directement, hein. J'ai l'impression que vous êtes crucifié. Je vais vous dire, crucifié, c'est-à-dire sur une croix, qui sont en même temps quelque chose, la crucifixion c'est la mort et en même temps c'est la renaissance, et je vais vous dire de quoi est composée cette croix. Vous allez peut-être me dire que je dis n'importe quoi, mais c'est comme ça que je vous perçois. Pour moi, une croix qui est une croix d'incarnation, spiritualisation, c'est votre père, et c'est sans doute un des plus grands poètes au XXe siècle qu'on ait eu en Bretagne, qui est Xavier Graal. Et comme ça, c'est-à-dire dans la voie de la pratique, du rapport à la poésie, c'est Eugène Guivic et Jean Malrieux. Oui. Et pour moi, vous êtes
au centre de cette croix. Ah oui, ça c'est tout à fait vrai. Alors, mais si on prend les trois autres, hein, les mots au milieu, il y a eu en moi j'ai connu très très bien les trois. Hein, bon. Jean le premier, coup de foudre. Là, je vais m'occuper de republier son œuvre l'année prochaine. Il a écrit Le bruit court qu'on peut être heureux. J'ai fait 2000 bornes en bagnole pour aller le voir. Voilà. Ça, c'est le soleil. Voilà. Xavier, on se ressemblait quand j'étais jeune. En plus, on avait une espèce de lien mystérieux, je dirais, quoi. Et j'ai lu son dernier poème. J'étais le premier à l'avoir lu avant même son épouse, qui s'appelle Solo, qui est pour moi un des grands poèmes du XXe siècle. Carrément. Et je le connais par cœur toujours. J'ai dit ce poème à son enterrement, j'avais 28 ans, et je l'ai redit. J'ai 20 ans de plus que lui maintenant, je le connais par cœur. Et dedans, il y a 3 vers que je trouve fondamentaux aujourd'hui, en plus terriblement aujourd'hui. Il dit « De votre terre, j'ai tout aimé, les mers et les saisons, et les hommes étranges, meilleurs que leurs idées, et comme la haine est difficile. » Superbe. Bon, superbe. Voilà. Donc, et Jean, le bruit court, qu'on peut être heureux si ta vie s'endort, risque là, à équilibre. Et Eugène Guilvic, si tu vois qu'une pierre te sourit, iras-tu le dire? Ne garde pas pour toi. Va vers l'autre, quoi. Et en plus, les écritures sont différentes, donc c'est ces 3 maîtres. Et moi, effectivement, j'ai tout mélangé un peu. Et avec ce mélange, j'ai trouvé ma voix, je pense. Voilà. Oui. Hein? Donc mon intuition était bonne. Mais alors, quant à la mort, effectivement, elle est présente, oui, c'est vrai. Particulièrement chez vous. L'autre jour, j'ai enterré mon ami d'enfance, Jean-Claude, je lui ai dédié un poème, il ne savait plus lire, il était dans une solitude absolue. On était une vingtaine à l'enterrement, on aurait dit un peu Emmaüs, quoi. Et puis, sauf qu'il y avait son cercueil, il y avait à gauche encore la crèche de Noël, c'était à Mini, le pays de Saint-Yves. Donc la crèche de Noël qui est la naissance, en face la croix, et à droite la statue de Saint-Yves entre le pauvre et le riche. Il y avait comment, un mandala autour de lui. Et le prêtre, qui est très sympa, je trouve, il lui a dit « Jean-Claude, vous allez rentrer dans le royaume ». Et j'ai pensé en moi-même, je dis « Tiens Jean-Claude, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vous voyez. Vous allez rentrer dans le royaume ». Alors, on y croit, ou c'est de la poésie, peu importe. Mais cette phrase-là, je trouve que ça, hop, voilà. Ça élève. Et je vais vous poser, parce qu'il faut qu'on avance malheureusement, la question qui est la première question qu'on vous pose dans ce recueil, qui vous est posée par Pierre Tanguy. Oui. Alors là, on sort de tout ça et je vous pose la même question qu'il vous pose. Qu'est-ce que la politique pour toi aujourd'hui? Ah oui. Alors au début, quand je lui réponds, c'est tout. Voilà, et je sens qu'aujourd'hui, la réponse ne va pas être la même. Alors, si, je m'intéresse, hein. Oui. Je ne peux pas m'empêcher. Oui, mais comment? Je suis un peu désespéré. Moi, je suis d'une gauche fatiguée, social-démocrate fatiguée, quoi. Très fatiguée. Et en plus, on est ce point de vue que j'ai. Pourquoi? Parce que pour moi, la politique, c'est pas moi, c'est nous. C'est-à-dire, forcément, ça passe par des « qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses ?» Et c'est pas j'ai raison, et je vais flinguer ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, quoi. C'est vivre ensemble au mieux. C'est ça. Donc, les gens appellent ça des compromis. Moi, j'appelle ça parfois des considérations de l'autre, quoi. Après, on tranche, on choisit. Et puis, quand on vote, on choisit un chemin plus qu'un autre. Bon. Mais actuellement, c'est devenu n'importe quoi. Ça passe par la communication, ça passe par tout ce qu'on veut. Et puis, alors, en plus, avec ce qui se passe entre Poutine, Trump, etc., là, c'est vraiment Alors, mais je continue. Alors, moi, je lis plus la presse que j'écoute. J'aime le silence de la presse, du journal que je déplie le matin en prenant mon café. Mais en ce moment, je suis... Alors, je me disais, que faire par rapport à... Voilà, que faire? Ben, je me dis, continuer sa route, de la même façon. C'est-à-dire, je pense, choisir Jean-Claude à Trump, par exemple, quoi. Voilà. Parce que sinon, mais je vote, hein, je peux pas ne pas être concerné, quoi. Mais j'avais 19 ans quand j'écrivais ça. Hein. Alors, Yvon Lemaître, diriez-vous aujourd'hui encore qu'un poète se doit d'être avant tout un être social? Oui, mais pas... Alors là, alors, là, je reprends la phrase que vous avez citée tout à l'heure, où je dis « écrire, c'est la solitude ». Et j'ai besoin de la solitude, j'écris vraiment seul dans la maison. Et la scène, le spectacle,
c'est mon métier hein, aussi, c'est la présence et le partage, c'est-à-dire, mais c'est à l'instant où on est là. J'ai besoin des deux. Alors le social, c'est quoi pas, maintenant, non, j'ai pas envie de... Je suis pas militant, il y a aussi militaire dans le mot militant, plutôt résistant, je préférerais comme mot. Mais non, je m'intéresse aux autres quand même, de toute façon. Un pied dans le monde, un pied hors du monde. Voilà, ah oui, voilà, c'est à peu près ça. Hors du monde, parce que pour écrire, de toute façon, c'est fondamental, le silence, respirer. Ouais. Mais en même temps, on n'est pas seul, on a besoin des autres. C'est évident, moi je suis pas manuel, je sais rien faire de mes mains, j'ai besoin des maçons, quoi. Et puis, du coup, ils me font... parce que le saccage du monde, c'est fait par... C'est incroyable le nombre de choses totalement... Il y a un poème où je reviens à Philippe. Un jour, il me dit, j'ai pas le moral, je sers à rien, je fais rien, je emmerde tout le monde, etc. Je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais bon, mais en ne faisant rien, tu n'as tué personne, tu as insulté personne. Il y a des gens, je voudrais bien en ce moment qu'ils ne fassent rien. Ça nous ferait de... Et donc, les autres, et d'ailleurs, il y a le dernier chapitre du livre, La Seconde du Parfum, ça s'appelle Les autres. Les autres, c'est important quand même, quoi. À propos des autres, dans La Seconde du Parfum, une question un peu pour finir avec ce nouvel ouvrage. Oui. On parlait des hommes, j'ai parlé des hommes, vous avez parlé des hommes. Oui. J'ai quand même une question sur l'ensemble de votre œuvre, dans ces conversations, mais dans l'ensemble de votre œuvre, qui est la place de la femme et de la féminité dans votre œuvre. Aussi, si, elle est là. Elle est infiltrée partout. Elle est infiltrée partout, mais elle est moins manifeste. Oui, parce que c'est plus une question de pudeur, là. Voilà. Surtout dans ce livre-là, effectivement. Parce que Christian me pose la question à un moment donné, Christian Boubin. Je parle du long projet des femmes et je réponds un petit peu. Il y a Ariane aussi, vous parlez d'Ariane. Oui, Ariane, une dame qui est décédée au mois de janvier, mais qui a 97 ans. Mais ça reste... oui, mais c'est plutôt une question de pudeur. Et j'ai écrit des livres, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le pays derrière le chagrin, c'est un long poème d'amour il y a très longtemps. Si, j'ai écrit Chambre d'écho, c'est une séparation, mais c'est toujours... Souvent, on écrit un peu trop tard. Voilà. Mais c'est une bonne question, surtout par rapport au livre, mais c'est ma mère aussi, elle est là. Enfin, je veux dire, mais c'est pas en silence, c'est entouré invisible mais présent. Voilà, c'est ça. Yvon Lemaine, quelque chose de plus terre à terre. Vous avez beaucoup d'amis à l'Académie française, vous comptez quelques soutiens, et vous avez eu déjà 2 prix. Oui. Est-ce que la coupole vous tend les bras? Non, franchement, non. Franchement, non? Non, pas du tout. Non, ça m'intéresse pas. Non, il y a des gens que je connais. Non, il y a François Cheng, par exemple. Hein, que vous citez souvent. Vous avez même vu des photos avec lui. Oui, mais c'est un homme admirable. Un ami. Oui. Mais il y a alors Claude Vigée n'y a pas été, parce que lui et moi, on a fait un livre ensemble, Claude. Mais François a écrit une phrase que je trouve très belle. Il dit « L'univers est beau, il n'était pas obligé ». C'est la calose grecque, la voilà, beauté, ouais. Pour conclure, Yvon Lemaine, on va retourner au début de toute chose, au début de vous et au sens génétique et au sens symbolique. Et je vais vous demander de lire pour les téléspectateurs un passage de votre ouvrage où vous parlez de votre père. Merci. Qui était mon père? Quel fils suis-je? D'une certaine façon, j'aurai toujours 12 ans, comme le Christ aura toujours 33 ans, comme à jamais seront jeunes les généraux de la Révolution, ceux d'un camp et de l'autre. Et voici que remontent 4 images à la surface de ces lignes que je te donne, sans arrière-pensée, mais pensée quand même à la force du cœur qui trop oublie pour ne plus souffrir. Il était une fois encore à l'hôpital à Paris, à Brossé, pendant ses permissions. Il sortait en ville et visitait tout ce qu'il trouvait comme monuments, musées et autres places fortes de l'histoire, la belle histoire des hommes, celle qui commence à l'imparfait, aux confins de toutes nos enfances. Orphelin lui aussi de sa mère à 9 ans, il était cantonnier auxiliaire.
Jamais il ne fut titulaire. Il était, comme on dit, un grand malade. Plus tard, il fut pris à 100%, auxiliaire 100%. Voilà des mots qui font de vous des poètes. C'est la seule solution pour en sortir de ces paroles qui mettent en fiche et à pied. Je vois ses mains qui creusaient dans le gel et le goudron, sa gamelle en fer blanc, son vélo, sa mobilette, et sa femme qui toujours est sa femme jusqu'à la fin des temps. Ses livres, tout ce qui lui tombait dans les mains. On n'avait pas d'argent pour en acheter. Je me souviens de Bob Moran, de Givago, des Pieds nickelés et de Tartine, qui donnaient des éclats de rire au grand étonnement de ma mère. Je me souviens des ouvrages qui reculaient l'ignorance du monde. Il aurait sans doute préféré que je sois ingénieur ou inventeur, mais nous avons toujours en partage l'amour des étoiles et les mots pour les rejoindre. Il est mort le jour de la rentrée des classes 1965, le jour des 40 ans de ma mère, en ouvrant la porte du four pour son gâteau. Il avait 42 ans. Merci pour cette très très belle lecture, Yvon Lemaine, et merci de votre présence. Yvon Lemaine était l'invité de Faites-moi lire pour nous présenter ces deux ouvrages qui viennent de paraître, La seconde du parfum et Un soir d'avoir été. Et pour conclure, avant de vous dire à la semaine prochaine, je citerai un poète que nous avons cité et que Yvon Lemaine et moi-même aimons beaucoup, qui est Xavier Graal. Et je vous laisse sur ces quelques mots splendides. Ma Galilée des lacs et des ajoncs enchante les tourterelles dans les vallons d'avril.